Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons continuer notre série sur les grandes découvertes qui ont précédé la mécanique quantique avec le corps noir. Vous avez déjà vu tous un morceau de métal qui est très chaud, porté à très haute température. Quand il est très chaud, le métal, un morceau de fer par exemple, commence à rougir. Puis, s'il est encore plus chaud, il devient jaune, puis carrément blanc. On parle de métal chauffé à blanc. Donc il émet de la lumière en étant chaud. Un corps humain aussi émet du rayonnement. Alors, le rayonnement que le corps humain émet est essentiellement dans l'infrarouge. Mais ça, c'est bien connu aussi. Il y a les détecteurs infrarouges, les lunettes infrarouges qui permettent de voir dans le noir, et les êtres humains, les animaux apparaissent particulièrement brillants parce que nous sommes à 37 degrés, donc en général nous sommes plus chauds que l'environnement. Et si vous avez vu le film Predator avec Arnold Schwarzenegger, l'extraterrestre a une vision dans l'infrarouge. Ce que Schwarzenegger découvre après tomber dans une rivière, être couvert de boue, ce qui lui donne une température proche de l'environnement et il devient invisible pour l'extraterrestre. Il y a aussi les satellites d'observation placés dans l'espace qui permettent d'observer les infrarouges, comme le satellite IRAS. Rappelez que nous avions dit que les rayons infrarouges passaient mal à travers l'atmosphère, donc les astronomes utilisent des sondes dans l'espace pour les observer. Ça permet de photographier, de faire de magnifiques photographies, que vous avez peut-être déjà vu aussi, de grands nuages de gaz dans l'espace qui émettent essentiellement de l'infrarouge parce qu'ils sont assez froids et donc ils ne sont pas visibles autrement qu'avec les infrarouges. Donc c'est un fait, tout corps chaud émet du rayonnement. Les corps froids émettent plutôt des infrarouges, les corps plus chauds de la lumière visible, et ainsi de suite. On peut sans doute étudier cela. Alors ça ne doit pas être simple. Parce que ce rayonnement, clairement, il dépend de la longueur d'onde, il dépend de la température, et il dépend certainement de la composition chimique des corps. Ça doit être assez compliqué. Les physiciens aiment bien commencer par quelque chose de plus simple, et puis de complexifier les choses. Et donc ils ont défini un corps idéal, appelé corps noir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un corps noir ? C'est un corps qui est en équilibre thermique. C'est-à-dire que sa température est constante et uniforme. Donc tout le corps est à la même température et sa température ne varie pas au cours du temps. Et deuxièmement, il absorbe tout rayonnement qui le touche. Donc il ne transmet pas la lumière par transparence, il ne la réfléchit pas comme un miroir, il absorbe tout. Donc c'est jamais tout à fait vrai, donc c'est vraiment un corps idéalisé. Une feuille blanche, par exemple, est un assez mauvais corps noir puisqu'elle reflète la lumière. De même, un miroir. En plus, lui, il est tellement lisse qu'il reflète la lumière sans modifier, sans déformer l'image. Ce sont de très mauvais corps noirs. Mais on a d'autres corps noirs, nous en verrons des exemples. Et une chose que les physiciens ont découvert très vite, qui comprirent très vite, c'est que le rayonnement émis par un corps noir est universel. Il dépend uniquement de la température, peu importe la composition du corps noir. Alors, ça rend les choses plus faciles, mais la question c'est, tiens, pourquoi ? On peut faire une expérience de pensée qui permet de le vérifier. Dans une boîte dont l'intérieur est totalement réfléchissant, des miroirs parfaits, plaçons deux substances qui sont des corps noirs, et des substances différentes. Au milieu, plaçons un filtre qui laisse passer certaines longueurs d'onde, par exemple le rouge, et qui reflète
le reste. Ce genre de filtre est utilisé un peu partout, hein, pour colorer des lampes, pour dans des caméras ou d'autres dispositifs, bien que souvent les filtres sont plutôt ou bien ils espacés ou bien ils absorbent. Ici, on imagine un filtre parfait qui laisse passer ou reflète le rayonnement. Donc, à une température donnée, uniforme, les corps noirs vont émettre du rayonnement. Celui-ci passe ici, ou alors il est réfléchi sur les surfaces extérieures ou sur le filtre, et réabsorbé par les corps noirs puisqu'ils absorbent tout rayonnement. Donc on a un équilibre qui s'instaure. Supposons maintenant que le rayonnement n'est pas universel, qu'il y a une différence dans les rayonnements émis par les deux corps. Par exemple, celui-ci émet plus de rouge et celui-ci émet plus de vert, par exemple. Dans ce cas, puisque le filtre laisse passer le rouge, l'essentiel du rayonnement va passer et une petite partie va être réfléchie. Lui, comme il émet essentiellement dans le vert, le plus gros du rayonnement est réfléchi et seule une petite partie peut-être va passer, s'il y a un petit peu de rouge dedans. Quel est le résultat? C'est que le corps noir ici émet du rayonnement et on reçoit très peu. Donc, il va perdre de l'énergie et il va se refroidir au cours du temps. A l'inverse, celui-ci, il reçoit énormément de rayonnement. Celui venant de l'autre corps, le sien qu'il avait émis, et il en perd très peu. Donc, lui, au contraire, sa température va augmenter. Mais ça, c'est une violation du second principe, qui dit que la chaleur va toujours des corps chauds vers les corps froids. Or ici, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Et nous l'avons vu, le second principe, c'est du béton armé. D'ailleurs, si on voulait, un tel dispositif permettrait de faire une machine à mouvement perpétuel. Puisqu'on a un corps devenu chaud et un corps devenu froid, on peut les exploiter pour fabriquer une machine qui va produire de l'énergie mécanique, de l'énergie électrique, en se servant d'une source chaude et d'une source froide, comme les turbines et les dynamos dans une centrale thermique. Et une fois qu'on a pompé l'énergie, éventuellement, on rouvre la boîte, tout se rééquilibre, on la referme et on recommence et ça produit de l'énergie indéfiniment. Bon, de toute évidence, c'est quelque chose qui cloche et nous l'avons dit, c'est le second principe, pas question de le contourner. Donc, ce résultat n'est pas possible. Et donc, le rayonnement doit être universel. Et c'est effectivement ce qu'on constate en pratique. Alors, pour ça, encore faut-il avoir des corps noirs, puisque c'est un corps idéalisé. Mais une peinture noire, mate, bien absorbante, qui absorberait aussi les infrarouges, ce qui n'est pas très difficile, est un assez bon corps noir, à température ambiante. Un métal est plutôt réfléchissant, mais lorsqu'il est chauffé au rouge, il perd sa capacité à réfléchir la lumière, il devient un bon corps noir. Le corps humain, bon, nous n'absorbons pas tous les rayonnements, mais dans la gamme des rayons infrarouges, qui est la gamme dans laquelle nous émettons essentiellement le rayonnement, à 37 degrés, eh bien nous sommes d'assez bons corps noirs. Et même, quand ce n'est pas tout à fait des corps noirs, on parle alors de corps gris. C'est le nom. Et on peut donc étudier la loi idéalisée et les écarts à la loi idéalisée. Comme je vous l'ai dit, les physiciens bien les systèmes idéaux, et puis ils étudient les cas plus compliqués qui s'écartent de l'idéal. Mais pour étudier le cas idéal, il nous faut un beau corps noir. Et il en a un très bon que l'on peut fabriquer. On utilise pour cela un four bien isolé, avec des briques réfractaires, avec un thermostat relié
relié à un système de chauffage qui permet d'avoir à l'intérieur une température constante et uniforme. Alors, où est le corps noir là-dedans? Eh bien, le corps noir, c'est pas le four, c'est le trou qui est ici. On a ménagé un petit trou dans le four, et le corps noir, c'est le trou. Un peu bizarre pour un corps, mais ça marche très bien. Alors pourquoi? Parce qu'un rayon qui rentre dedans, il va se réfléchir plusieurs fois avant de réussir à sortir. Il y a toutes les chances d'être absorbé. D'ailleurs, en général, l'intérieur est assez terrabiscoté, avec des blocs de briques réfractaires qui ressortent et qui forment un environnement très terrabiscoté où la lumière n'arrivera pas à sortir facilement. Alors, pratiquement aucune chance de ressortir avant d'être absorbé. Donc, le trou, température constante, il absorbe tout, c'est un corps noir. Et le rayonnement qui sort du four est alors un rayonnement de corps noir. C'est assez amusant d'ailleurs parce que lorsque vous observez par l'intérieur, si vous regardez par le trou, vous ne voyez pas tous ces trucs terrabiscotés. Ce rayonnement est universel et il ne vous montre aucun des détails. L'intérieur du four a une couleur orange uniforme. En général, on le chauffe suffisamment pour entrer dans la gamme du métal chauffé rouge, un peu moins dans les oranges. Et c'est vraiment uniforme, on ne voit aucun détail. Et on voit ça également, par exemple, dans les aciéries électriques. Dans les aciéries électriques, ils ont des fours qui ont à peu près la taille d'un grand abri de jardin ou d'un garage. Et l'ouverture est au-dessus. Et quand on est au-dessus, l'intérieur du four, là, il est très chaud, hein, plus que notre four. En général, entre 1000 et 2000 degrés. C'est là qu'on tape des morceaux de métal pour les fondre. Et quand on regarde dans le trou, alors la chaleur est assez infernale, on ne sait pas rester très longtemps au-dessus du trou. Quand on regarde dans le trou, là aussi, on voit une couleur jaune, uniforme, aucun détail. C'est un très bon rayonnement de corps noir. Et on peut donc étudier ce rayonnement. Alors, à quoi il ressemble ce rayonnement? Eh bien, traçons un graphique en fonction de la longueur d'onde, l'énergie qui est émise. Et on obtient une série de courbes. Alors, chaque courbe correspond à une température différente. Et plus la température est élevée, plus la courbe est grande. Ça, c'est ce qu'on peut mesurer expérimentalement. Et on peut déjà relever quelques caractéristiques. Par exemple, l'énergie totale émise est donnée en fait par la surface sous la courbe. Cette énergie varie comme T exposant 4. Température absolue. Ça veut dire que si on double la température, l'énergie émise est multipliée par 16. Donc ça grimpe très vite. Et vous pouvez le vérifier. Un morceau de métal chauffé à blanc, il est tellement chaud qu'il brûle même sans toucher. Vous approchez la main, elle crame, avant même de toucher le métal. Le rayonnement émis est extrêmement puissant. En plus, le maximum de la courbe, avec l'augmentation de température, il se décale vers les courtes longueurs d'onde. Là aussi, vous l'avez vu, un morceau de métal chauffé modérément devient rouge. Chauffé encore plus fort, il devient orange, puis jaune, jusqu'à devenir blanc. En fait, à ce stade-là, il émet beaucoup de lumière bleue et même des ultraviolets. Mais la courbe est tellement énorme que notre œil perçoit des rayonnements dans toute la gamme du visible et notre œil interprète ça comme du blanc. Donc, on dit chauffer à blanc, ce serait peut-être plus logique de dire chauffer à bleu, mais comme il apparaît blanc, bien entendu. Un exemple d'application,
c'est la lampe à incandescence. C'en est encore une ici. Le filament est dimensionné de manière à chauffer, de manière à émettre surtout de la lumière dans la gamme du visible. Métal chauffé à blanc. On utilise du tungstène qui a l'avantage d'être très résistant, ils font à très très haute température. Et il est dimensionné de manière à consommer et produire une certaine quantité d'énergie lumineuse. On parle d'ampoules 40 watts, 50 watts, 60 watts. En réalité, une ampoule à incandescence n'est pas très bonne. Le plus gros est émis sous forme de chaleur d'infrarouge. C'est pourquoi on a mis au point les lampes économiques et les lampes LED que vous connaissez maintenant et qui émettent, qui ne sont pas du tout de bon corps noir. Elles émettent essentiellement le rayonnement dans le domaine visible. C'est pour ça qu'elles sont économiques. Elles ne perdent pas d'énergie pour rien. Revenons à notre corps noir. Alors, les mécanismes d'émission de la lumière, à ce stade, ils sont inconnus. Bon, c'est clairement lié aux atomes. Mais comment, pourquoi émettent-ils de la lumière? Mais on connaît quand même pas mal de choses. On sait que la température, c'est une image des mouvements des atomes. Dans un solide, comme un morceau de métal, les atomes ne se déplacent pas à travers tout le métal, bien sûr, mais ils vibrent. Et la température correspond aux vibrations des atomes. Ce qu'on sait aussi, c'est que la lumière est une onde électromagnétique, que les atomes contiennent des charges électriques, une masse positive, des électrons chargés négativement, légers, et l'électromagnétisme de Maxwell nous dit que toute charge accélérée, et en particulier qui vibre, émet des ondes électromagnétiques. Donc, avec ça, on peut déjà faire pas mal de choses. On peut faire une hypothèse, à savoir que si un atome vibre à une certaine fréquence, il va émettre un rayonnement de même fréquence, de même longueur d'onde. Et cette hypothèse est assez évidente. Et d'ailleurs, malgré les difficultés que nous allons voir tout de suite, cette hypothèse est tout à fait correcte. Même si on ne connaît pas la structure des atomes, le fait qu'ils vibrent est évident. On peut utiliser la physique statistique pour calculer les vibrations atomiques. L'électromagnétisme, on peut appliquer tout l'arsenal de la physique classique et calculer ainsi le rayonnement qui est émis. Et comme tient-on? En bleu, je vais vous tracer la courbe théorique qui est obtenue de cette manière. Donc, de toute évidence, il y a quelque chose qui ne va pas. Les lignes en bleu ne correspondent pas aux lignes en noir. Chose bizarre, elles marchent très bien aux grandes longueurs d'onde. Elles sont même tout à fait parfaites. Mais aux grandes longueurs d'onde, dans les rouges et les infrarouges, les courbes sont exactement les mêmes. Mais dans les courtes longueurs d'onde, bleu, ultraviolet, ça s'écarte complètement. Pire que ça, le résultat est absurde. Parce que si on regarde l'énergie émise, la surface sous la courbe, elle est infinie. D'après la théorie, les corps devraient émettre une énergie infinie de rayonnement. C'est idiot. Ce résultat aberrant fut d'ailleurs appelé catastrophe ultraviolette. C'est le nom qu'on lui donna, avec raison. Alors, ce problème était assez mystérieux. Les physiciens ont cherché toutes sortes d'explications. Est-ce que l'hypothèse des atomes qui vibrent est fausse? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça marche si bien aux grandes longueurs d'onde? C'est qu'aux courtes longueurs d'onde qu'il y a un problème. Et ils ne trouvaient pas la solution. Et puis est arrivé Max Planck. Max Planck s'est attaqué au problème et il est tombé sur la même difficulté que les autres. Alors il a émis une hypothèse. Pourquoi?
lui venu cette hypothèse? Le génie, parfois, c'est un peu difficile à expliquer. Vous vous rappelez quand on discrétisait les positions, les vitesses en physique statistique? C'est une procédure assez courante. Peut-être que ça lui est venu comme ça. Il s'est dit, je vais discrétiser l'énergie des rayonnements électromagnétiques qui sont émis. Procédure assez classique en physique statistique. Sauf qu'il l'a fait d'une manière un peu particulière. Il s'est dit, je vais découper l'énergie émise en paquets d'énergie H nu. C'est-à-dire une constante fois la fréquence de l'onde électromagnétique. Donc il a découpé l'énergie des ondes électromagnétiques en petits paquets, procédure purement formelle, sauf qu'il a la taille des paquets dépend de la fréquence. Et cette constante, elle est maintenant appelée constante de Planck. Elle vaut 6,64 fois 10 exposant moins 34 joules fois seconde. Toute petite valeur. Alors qu'est-ce que cette hypothèse change dans le calcul? Eh bien, aux grandes longueurs d'onde, en fait, ça ne change rien. En effet, à grande longueur d'onde, très petite fréquence, et donc tout petit paquet. Et donc, on peut avoir n'importe quelle énergie, en fait, il suffit d'avoir suffisamment de ces tout petits paquets. N'importe quelle énergie, et ça revient au même qu'avant, donc le calcul redonne la même chose. C'est plutôt bien, puisqu'on sait que c'est juste. Et aux courtes longueurs d'onde, aux grandes fréquences, on n'a que des gros paquets d'énergie. Et là, c'est une forte contrainte. Parce que n'importe quelle énergie ne peut pas être émise, seulement un nombre entier de ces paquets. Et étant donné leur grande valeur, à très grande fréquence, il n'y a pas beaucoup de possibilités. 0 paquet, 1 paquet, 2 paquets. Et ça, c'est une telle contrainte que ça change le calcul. Et le résultat obtenu par Planck est alors exactement le bon. Quand je dis exactement le bon, c'est vraiment le bon. Il a obtenu des courbes théoriques qui collent parfaitement aux courbes expérimentales, à la perfection, pour toute longueur d'onde et toute température. Donc c'est clair, il avait trouvé. Alors pourquoi ces paquets? Parce que là, c'est plein d'artifices de calcul. Ça se comporte comme quelque chose de réel. Eh bien, il a supposé que la structure des atomes était inconnue, mais qu'elle devait être telle que l'énergie émise ne peut l'être que par paquet. Comme si ça vibrait, boum, et puis ça s'arrête. Puis boum, ça vibre, et puis ça s'arrête. Mécanisme inconnu, et qui émet des paquets de cette valeur. Quel mécanisme? Incompréhensible à l'époque. En tout cas, c'est pas l'atome de Thomson qui donnait l'explication. On ne savait toujours pas à quoi c'était dû. Mais c'est une clé extrêmement importante que Max Planck venait de découvrir. Les portes vers la mécanique quantique commençaient à s'entrouvrir. Je vous remercie.